Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau d'On refait la séance, une émission qui suit directement les questions d'actualité au gouvernement. On revient sur tous les thèmes abordés dans l'hémicycle cet après-midi par les sénateurs qui ont donc interpellé le gouvernement. On va commencer par les questions économiques avec nos deux premiers invités. Jean Arthuis, sénateur de la Mayenne, centriste, merci d'être avec nous. Et David Assouline, sénateur socialiste de Paris, porte-parole du Parti socialiste. Avant de commencer ce débat, je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention cet après-midi au Sénat de Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget. On l'écoute. C'est précisément cette dépendance à l'emprunt, c'est-à-dire cette aliénation de notre souveraineté nationale à des marchés et des agences de notation avec laquelle le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a décidé de rompre. Et cette politique est en train de porter ses fruits car en 2012 comme en 2013, nous allons procéder à un ajustement structurel de nos finances publiques par un déficit structurel abaissé de près de 3,1% de PIB. Il faut nous désendetter, tant il est vrai qu'au bout d'un moment, rajouter de l'emprunt à l'emprunt n'a jamais pu créer de la croissance. Je me permets d'ailleurs de rappeler que ces 5 dernières années, le déficit structurel de notre pays s'est aggravé de près de 1 point de PIB quand il vient de baisser, grâce au vote du Parlement, de 3,1% de PIB, grâce aux lois de finances initiales et rectificatives s'appliquant en 2012 et en 2013. Cette politique, nous allons donc la poursuivre. Je vous ferai d'ailleurs remarquer qu'il est particulièrement difficile, nous le savons tous, de procéder à un ajustement budgétaire quand la conjoncture économique ne s'y prête pas, mais pour autant, nous devons le faire sans que, en 2013, des politiques de réduction de la dépense ou de hausse de la fiscalité supplémentaire ne soient décidées, car il est exclu de rajouter de l'austérité à je ne sais quelle rigueur ou de l'impossibilité à des difficultés déjà tout à fait grandes. En revanche, en 2014 et à l'occasion de la loi de finances initiale, nous aurons, j'en suis sûr, l'occasion, monsieur le sénateur, de débattre de la politique économique du pays. Voilà, c'était Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget cet après-midi au Sénat lors des questions d'actualité au gouvernement. David Assouline, vous qui êtes un des porte-parole du Parti socialiste, on attend demain les chiffres de la Commission européenne concernant la France. On les connaît déjà plus ou moins. Bruxelles devrait parier sur une croissance quasi nulle de 0,1% l'année prochaine, avec donc un déficit français qui atteindrait au moins les 3,6% du PIB. Dans ce contexte-là, est-ce qu'il va falloir se contenter de quelques ajustements structurels dont vient de parler Jérôme Cahuzac, ou est-ce qu'on ne va pas faire l'économie d'un véritable plan de rigueur? Je crois qu'il faut attendre d'abord les chiffres pour les commenter plus exactement. Mais on connaît la tendance, David Assouline, on ne va pas la nier. Ce que l'on sait, c'est ce qu'a affirmé hier le Premier ministre de façon très nette. Nous allons faire en sorte de poursuivre avec cette rupture par rapport aux politiques précédentes qui laissaient filer le déficit et donc l'endettement et donc la dépendance de notre nation, tout en faisant tout pour ne pas handicaper la croissance. C'est le cap. À partir de là, des décisions vont être prises et comme l'a dit le ministre du Budget, il y aura un débat budgétaire. Mais c'est dans cet équilibre, parce que c'est la croissance qu'il faut aller chercher. Voire numéro d'équilibriste, c'est difficile. Tout le monde sait que c'est difficile, mais en tous les cas, le gouvernement est là parce que c'est difficile. Et la gauche vient au pouvoir quand c'est difficile. Et en général, elle fait en sorte que ce qui a été fait précédemment, notamment ce doublement de notre déficit sous le gouvernement que vous avez soutenu, comme ça je vous donne la parole, puisse être derrière nous comme horizon. Jean Arthuis, vous connaissez parfaitement la procédure budgétaire. À partir de demain, est-ce qu'on peut considérer que la France rentre véritablement sous une surveillance accrue de la part de l'Europe? Alors d'abord, qu'on ne compte pas sur moi pour dire que ce qui s'est fait depuis 5 ans était exemplaire. Il me semble qu'ici au Sénat... Vous faites partie de ceux qui aimeraient faire un peu plus de droit d'inventaire du quinquennat Sarkozy, c'est ça? Suffisamment d'indépendance. S'agissant des perspectives de croissance, c'est stupéfiant parce que ça fait 6 mois que le consensus des économistes n'arrête pas de nous dire que la croissance sera pratiquement nulle en 2013. Il n'y avait que le gouvernement et sa majorité pour prétendre que la croissance serait 0,8%. Donc les faits sont là. Je pense que l'Europe n'a pas à manifester d'énervement particulier. Ce qui compte, c'est la tendance. Pas d'énervement, mais une surveillance accrue? Naturellement. Et maintenant, ce que j'attends, ce sont les actes. Car les déclarations de Jérôme Cahuzac, c'est beau comme l'antique. Mais c'est au fait qu'on juge un gouvernement et sa majorité. Je vais prendre des faits très simples.
Et je suis plutôt en colère. On essaie de maîtriser la dépense publique. Il y a 2 ans, j'ai fait voter un amendement au Sénat pour réduire la contribution des communes au Centre national de la fonction publique territoriale. On savait qu'il y avait une gestion pour le moins contestable. Eh bien, première mesure de la nouvelle majorité, on réaugmente cette cotisation à la charge des communes et de l'ensemble des collectivités territoriales. Le gouvernement précédent avait supprimé la journée, la première journée de carence pour les fonctionnaires. La journée de carence. Qui a été rétablie. Et ceci était efficace. Le président de la fédération hospitalière nous explique... Ça, c'est pas vrai. C'était pas efficace du tout. Non, 70, toutes les analyses qui ont été faites montrent qu'il y a pas beaucoup d'efficacité et beaucoup d'injustice à cette mesure. Est-ce que pour autant, dans ce contexte de crise, David Assouline, ce cadeau fait aujourd'hui aux fonctionnaires était le bienvenu? Non. Écoutez, je vais vous dire, les analyses qui ont été faites en sortant des idées reçues sur les fonctionnaires, c'est que aujourd'hui, les fonctionnaires, et c'était en 2012 que cette mesure a été prise, donc on rétablit quelque chose qui existait avant 2012. C'est pas la révolution. Ça coûterait à peu près 60 millions. Aujourd'hui, l'effort demandé aux fonctionnaires, comme 60 millions à toute plus la nation, 70 millions pour les hôpitaux. C'est 60 millions pour l'État. Nous allons voir pour les hôpitaux en tous les cas. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que dans le privé, il y a une prise en charge pour 2/3 des salariés du privé de ces 3 jours de carence par des conventions entre les entreprises ou par branche. Or, pour la fonction publique, c'était 100% directement pour les fonctionnaires. Et donc, il y avait là une injustice à rectifier, d'autant qu'elle se basait sur des préceptes faux, que ça allait rapporter beaucoup à l'État. On a vu que ça rapporte pas grand-chose et qu'il y avait un absentéisme accru des fonctionnaires, ce qui n'est pas vrai. Écoutez, et au moment où on demande aux fonctionnaires des efforts, au moment où les salaires ne sont pas dans un développement énorme, au moment où on leur demande beaucoup d'efforts pour la nation, faire ce signe-là n'enlève rien aux autres et vous devriez plutôt soutenir cet effort. Eh bien, j'ai fait le constat, je suis président d'un conseil général. J'ai fait le constat qu'on a fait une économie de 40 000 €, c'est-à-dire l'équivalent d'un emploi de cadre dans mon conseil général. Oserais-je dire que cette journée de carence avait atténué l'état maladif dans les effectifs? C'est un constat qui est fait également dans la fonction publique hospitalière et je ne doute pas qu'il en est de même dans la fonction publique d'État. Ce qui se passe aujourd'hui, Monsieur Assouline, c'est qu'on va devoir réduire nos dépenses publiques. Il ne suffit pas d'augmenter les impôts pour réduire les déficits. Et pour cela, l'État va réduire les dotations qu'il verse aux collectivités territoriales. Au-delà de ce qui avait été imaginé il y a quelques mois. J'en accepte le principe et je ne le contesterai pas. Mais cela suppose... était assez énorme par Madame Pécresse, vous vous souvenez quand même. Mais cela suppose que nous soyons cohérents dans la maîtrise des dépenses publiques. Je vous ai cité 2 exemples. Sur ces 2 exemples, la nouvelle majorité n'a pas manqué de rétablir le niveau de la dépense antérieure. Ceci est une contradiction insupportable. Et voilà ce qui suscite ma colère. Je vois que la colère de M. Arthuis porte sur les deux exemples mineurs qu'il a donnés, alors qu'il ne s'est pas insurgé sur ce bouclier fiscal qui a coûté des milliards à la nation par idéologie et pour servir toujours les plus riches sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy que vous avez soutenu. Donc un peu de proportionnalité dans votre révolte. Et je vous reconnais que vous avez toujours voulu qu'on contrôle, qu'on maîtrise les finances publiques, mais vous avez beaucoup d'injustice dans vos jugements parce que vous n'avez pas exprimé des colères sur des scandales beaucoup plus grands sous le gouvernement précédent, qui étaient des scandales qui concernaient des milliards de cadeaux fiscaux faits aux plus riches. David Assouline, une question très rapide parce que le temps passe assez vite concernant les économies à faire. Il y a beaucoup de Français qui sont inquiets aujourd'hui concernant la politique familiale. Est-ce que vous allez toucher aux allocations familiales? On a entendu tout à l'heure dans l'hémicycle Dominique Bertinotti, qui fait partie donc du gouvernement, qui a dit que les Français étaient prêts à une évolution des systèmes d'aide aux familles. Vous êtes d'accord avec elle? Alors écoutez, je vais vous dire les choses clairement et ne pas tomber dans tous les panneaux qui sont tendus. Si l'on dit, viens de citer ce que vient de dire la ministre dans l'hémicycle. Justement, elle a dit quelque chose qui vient contrecarrer les vociférations de la droite depuis plusieurs jours. Ce n'est pas parce que on ose ouvrir un débat, voire se questionner. Il y a eu quelqu'un qui a été missionné par le gouvernement sur comment rendre encore plus justes les prestations familiales.
Parce que c'est, dans un moment de crise, il faut chercher encore plus de justice sur un système qui existe depuis longtemps. Avec l'ouverture du... Mais il y a des possibilités d'ajustement, mais pas de remise en cause de la politique familiale, ni même de l'aide pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais au des ajustements contraire, qui pourraient passer par une fiscalisation, par exemple? En tous les cas, il faut, ça c'est mon point de vue personnel, qu'il y ait peut-être une interrogation sur le lien entre les revenus et le niveau des prestations familiales reçues. On l'a fait pour l'allocation de rentrée scolaire avec l'augmentation sous conditions de ressources et c'était de la politique familiale tout à fait juste et équitable. Pour finir, Jean Arthuis, vous contestez la nomination de Ségolène Royal comme vice-présidente et porte-parole de la Banque publique d'investissement. Elle n'est pas compétente pour siéger à la BPI, Ségolène Royal ? Mais c'est sans précédent. J'ai compris que la Banque publique d'investissement était une banque. Je ne connais pas un seul établissement financier, établissement bancaire, qui est un porte-parole. Madame Ségolène Royal doit penser qu'elle est dans un ministère peut-être et qu'il faut un porte-parole. De quoi parlons-nous ? Cette banque publique d'investissement, on avait dit qu'elle serait opérationnelle au 1er janvier 2013. Nous sommes au mois de février, on tient des conseils d'administration, mais elle ne sera effective qu'au mois de mai. C'est devenu une usine à gaz, la BPI ? Et alors, la gouvernance... Est-ce que c'est devenu une usine à gaz, la gouvernance de l'usine... Pardon, j'allais dire de l'usine à gaz de la BPI, c'est vraiment une usine à gaz intégrale. Or, ce dont ont besoin les entreprises, c'est de financement. Et j'ai compris l'utilité de la Banque publique d'investissement. C'est qu'en fait, le gouvernement a décidé dans le pacte de compétitivité et d'emploi de réduire les charges sociales. Mais les entreprises vont devoir préfinancer les charges sociales. Ça n'est que l'année prochaine qu'elles récupéreront un crédit d'impôt. Alors on a inventé un système dans lequel la Banque publique d'investissement va prendre en charge le financement de ces allègements. Autrement dit, la Banque publique d'investissement ne veut pas aider au financement des entreprises, des PME, mais elle va aider au financement de l'État. Merci Jean Arthuis. David Assouline, pour conclure, avant d'accueillir nos prochains invités. Très franchement, l'originalité de cette banque publique, qui n'existait pas avant, on l'a créée. Attendez, laissez-moi... Il y avait Oseo aujourd'hui, ça a été salué par tous les territoires et les PME, car il manquait une banque qui aide au plus près du territoire les PME qui représentent 80% de l'investissement, de l'emploi dans notre pays. Donc, cette banque est créée, on doit le saluer, 40 milliards de provisionnement, ça va vraiment aider les entreprises. Et dans sa gouvernance, une nouveauté. C'est pas de l'argent. Dans cette gouvernance, une nouveauté. C'est pas de l'argent, les 40 milliards. Dans cette gouvernance, une nouveauté. Les régions sont représentées au conseil d'administration. Les régions ont décidé de faire que ce soit Madame Ségolène Royal qui les représente au conseil d'administration. Et avec sa voix forte, qui a toujours défendu les PME et l'ancrage dans les territoires, eh bien, elle va apporter quelque chose et elle n'est pas nommée par je ne sais qui, elle est nommée par les régions et elle est nommée par le président à la vice-présidence. Et on devrait saluer le fait qu'une voix qui porte vienne porter cette nécessité d'aider au financement des PME et notamment de la mutation écologique, et on sait sa conviction sur cette question. Merci beaucoup David Assouline et Jean Arthuis d'avoir été nos premiers invités. On poursuit cette émission avec l'histoire, le scandale de l'affaire de la viande de cheval. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, était tout à l'heure dans l'hémicycle pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement et il est venu raconter un peu la réunion qui s'est tenue ce matin au ministère avec les différents professionnels de des filières agroalimentaires. On écoute Stéphane Le Foll. Ce matin, une réunion a eu lieu au ministère de l'Agriculture, réunissant les ministres, à la fois Guillaume Garot et Benoît Hamon, pour faire le point avec l'ensemble de la filière. Parce que de ce qui s'est passé, il faut qu'on en tire des conclusions. Il y a un retour sur cette triste affaire qu'il va falloir faire. Trois objectifs sont fixés et ils ont été actés par l'ensemble des acteurs qui, dans ce sujet, entre transformateurs, entre producteurs, entre distributeurs et industrie agroalimentaire, n'est jamais facile. Trois objectifs, à la fois à l'échelle européenne, poursuivre pour changer la réglementation et assurer plus de traçabilité et d'étiquetage, en particulier sur les origines des viandes. Deuxième objectif, faire que la France anticipe ces évolutions et soit exemplaire sur la manière dont elle organisera elle-même la traçabilité des produits transformés, avec en particulier les références à la viande bovine française. Et dernier point aussi important, le fait qu'un groupe de travail va être mis en place
pour faire en sorte que sur cette question des fraudes, on renforce l'ensemble du dispositif qui permette aux acteurs eux-mêmes un autocontrôle et surtout des saisies plus rapides de la DGCCRF. Voilà les conclusions à la fois qui sont en cours et voilà ce que nous avons fait. Merci. Voilà, et pour parler de ce scandale, deux sénateurs sont avec nous en plateau. Sylvie Goy-Chavent, bonjour. Vous êtes sénatrice du groupe Centriste. Merci d'être avec nous. Et Gilbert Barbier du groupe RDSE qui regroupe des radicaux de gauche et de droite. Merci à tous les deux d'être là. On vient d'entendre donc Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, parler des conclusions de la réunion qui s'est tenue ce matin à son ministère, avec donc un renforcement des mesures d'étiquetage. Mais est-ce que ces mesures vont être suffisantes puisque c'est moins un problème de traçabilité que finalement une fraude, non, Gilbert Barbier, toute cette histoire? Oui, bien sûr, c'est une fraude. Je crois que cette fraude, elle retentit sur l'ensemble de la filière agroalimentaire et notamment sur nos agriculteurs français. Je crois que c'est là qu'il faut absolument que nos organismes nationaux qui existent, la DGCCRF, ça a été signalé, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, les services vétérinaires, puissent jouer leur rôle de protection du consommateur pour pas que l'ensemble de la filière et nos producteurs qui essaient de travailler avec qualité, avec des appellations contrôlées, se trouvent dans un préjudice important tel qu'on le voit actuellement. Mais Sylvie Goy-Chavent, est-ce qu'on a assez de moyens de contrôle justement pour renforcer le contrôle de cette filière? Bien justement, c'est pour cette raison, pour répondre à cette question, que le groupe UDI-UC a demandé une mission d'information sénatoriale. Qui a été acceptée. Qui a été acceptée. Je crois qu'il faut que cette mission s'articule avec deux axes. Le premier, un état des lieux pour vraiment connaître et maîtriser toutes les maillons de cette chaîne, de la filière, de l'élevage aux consommateurs. Et le deuxième axe pourrait être comment restaurer la confiance des consommateurs suite à ces scandales qui finalement se suivent. Mais je pense vraiment sincèrement que ça n'est pas un problème de traçabilité puisque le soir même de ce scandale, on voyait sur tous les écrans de télévision la carte de l'Europe avec les fléchages, par où était passée cette viande de cheval. On avait pratiquement le prénom des chevaux. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment un problème de traçabilité. Il faut qu'on fasse un vrai état des lieux de toute la filière en France et peut-être en Europe aussi. Mais est-ce que Gilbert Barbier, vous estimez que c'est une fraude qui est limitée ou finalement une pratique plus généralisée à l'ensemble de l'agroalimentaire? Écoutez, je n'en sais rien. Simplement, on évoque maintenant que... Vous le craignez peut-être que ce soit plus généralisé qu'on ne le pense? Oui, il paraît qu'il y a des produits laitiers et des fromages industriels qui sont fabriqués à partir de lait d'importation non connue. Alors je ne dis pas que ce sont des choses dangereuses forcément, mais la traçabilité, il faut la trouver. Effectivement, a posteriori, quand le scandale a éclaté, on l'a trouvé effectivement très rapidement, mais dans d'autres domaines, eh bien, pour l'instant, c'est l'inconnu. Je crois que ces scandales qui se succèdent, nous en sortons de scandales en matière de médicaments. Aujourd'hui, c'est le sanitaire, l'alimentation. Je crois qu'il faut absolument que les services... Ce qui est grave, c'est que ça renforce la défiance du consommateur. Tout à fait, que ça retombe sur une filière professionnelle où les professionnels français sont quand même des gens qui essaient de travailler dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'hypocrisie en continuant toujours à proposer une politique de prix bas très généralisée et tout en promettant de la qualité? Est-ce que ça, c'est pas impossible comme équation? Mais finalement, dans le cas précis de cette viande de cheval vendue à la place de la viande de bœuf, on n'est pas du tout dans un créneau de prix bas, puisque cette viande a été vendue pour du bœuf, au prix du bœuf. Donc finalement, à qui profite le crime? Certainement ni aux éleveurs, comme l'a souligné Gilbert Barbier, ni aux consommateurs. Donc je pense qu'il y a vraiment un état des lieux très précis à faire sur toute la chaîne. On a beaucoup d'intermédiaires, on a déjà beaucoup de contrôles. Donc peut-être qu'il ne faut pas rajouter du tout simplement contrôle. Maintenant consommer de façon un petit peu plus locale. Est-ce que ça ne va pas renforcer la production locale? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un développement des circuits courts qu'il faut absolument encourager. Simplement, aujourd'hui, les circuits courts, c'est à l'initiative des particuliers. C'est à l'initiative des agriculteurs, c'est à l'initiative d'un certain nombre de cuisines centralisées. Mais je crois qu'il faut que les pouvoirs publics organisent ces circuits courts qui permettent de connaître très rapidement et d'avoir quelque chose de qualité et que le consommateur retrouve la confiance. C'est, comme le
le soulève Sylvie Goy-Chavin, c'est un problème de confiance. Et il faut bien reconnaître que quand on lit les étiquettes que nous avons à notre portée en tant que consommateurs, eh bien, on reste perplexe sur la provenance de ces produits. Ces circuits courts, c'est possible aujourd'hui à l'heure de la mondialisation? C'est économiquement viable? Je pense que c'est économiquement viable, mais le vrai souci, c'est finalement l'étiquetage. On peut promettre tout ce qu'on veut, le souci de fond, c'est l'étiquetage. Il est indispensable que les consommateurs, quand ils achètent un beefsteak, sachent exactement d'où il vient, comment il a été abattu, comment il a été élevé. C'est déjà le cas pour la viande de détail chez son boucher aujourd'hui. Pas vraiment, pas vraiment. Je crois qu'on a encore pas suffisamment. Pas suffisamment. Et il faut être très strict et en cas de fraude, bien sûr, être extrêmement sévère. Merci beaucoup à tous les deux. On va donc suivre avec attention cette mission d'information du groupe centriste ici au Sénat sur la filière viande. Et puis je rappelle à nos téléspectateurs que nous serons présents à partir de samedi et jusqu'à mercredi prochain au Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes à Paris ce week-end. On change de sujet, on va parler maintenant notamment du droit de vote des étrangers et je vous propose d'abord de réécouter le ministre de l'Intérieur Manuel Valls qui était tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat pour ces questions d'actualité au gouvernement. Valls qui parle donc de la réforme constitutionnelle en général, on l'écoute. Vous le savez, la réussite de ce projet est conditionnée. Ne faisons pas comme si cela n'existait pas. Toute réforme constitutionnelle passant devant le Congrès nécessite de réunir 3/5 des suffrages exprimés. Et les voix de la majorité, additionnées au Sénat et à l'Assemblée nationale, ne suffisent pas. Il faut donc écouter, convaincre. Le Premier ministre a consulté tous les groupes parlementaires, de la majorité et de l'opposition, sur les sujets nécessitant une réforme constitutionnelle. Il a interrogé les groupes sur ce sujet-là. Le Premier ministre, le gouvernement recherchent les conditions nécessaires pour atteindre la majorité des 3/5 sur ce sujet-là, mais aussi sur les autres. Ce sujet est l'objet d'un clivage fort, vous le savez, vous l'avez dit, avec l'opposition, avec la droite qui refuse cette avancée. La résistance vient de cette partie-là, pas du gouvernement, pas de la majorité, même si, il y a quelques années, vous l'avez souligné, M. Nicolas Sarkozy, M. Jean-Louis Borloo, M. Yves Gégaud avaient fait part, M. Raffarin donc, avait fait part, nous dit-on, de leur souhait. Mais chacun, ça peut arriver, a changé d'avis. Le Premier ministre va prochainement rendre compte de ces consultations, ça peut m'arriver aussi. Le Premier ministre va prochainement rendre de ces consultations. Attendons ces conclusions. Voilà, c'était Manuel Valls cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat lors des questions d'actualité au gouvernement. Elle n'a pas changé d'avis, c'est Esther Benbassa, c'est la sénatrice du groupe écologique et toujours pour le droit de vote des étrangers, on va en parler. Face à vous, Philippe Dominati, sénateur UMP de Paris. Alors Esther Benbassa, on vient d'écouter Manuel Valls, lui il souhaite un débat apaisé sur ce sujet. Autant dire que ça ne va jamais aboutir. Oui, écoutez, le débat apaisé, je ne le crois pas, parce que vous avez vu, aujourd'hui, ça bougeait quand même, comme pendant lorsque j'avais été rapporteur, c'était la même chose. Rapporteur d'un texte qui a été adopté seulement au Sénat et pas par l'Assemblée. Oui, mais qui avait été déjà adopté il y a 10 ans, n'est-ce pas? Il par était revenu par l'Assemblée. Et donc là, je ne sais pas si c'est un enterrement, mais en tout cas... ça y ressemble, non? Ça y ressemble un peu, même oui, si vous n'êtes pas en noir, mais ça y ressemble un peu. Non, mais je ne mets pas de noir pour ce genre d'occasion, je m'habille en blanc. Oui, parce que j'ai un peu d'espoir encore qu'on puisse faire quelque chose et je suis convaincue que des sénateurs et des députés et de droite, du centre, viendront nous rejoindre un jour si on arrive à les convaincre. Il manque 32 voix, nous a dit tout à l'heure Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Philippe Dominati, vous êtes totalement opposé à ce droit de vote des étrangers. Écoutez, sur le fond, oui, mais d'abord, je note l'hypocrisie du gouvernement. Parce que moi, j'ai participé à des réformes constitutionnelles. Il faut ouvrir le débat et convaincre. Je n'ai jamais été approché par aucun ministre, ni aucun responsable politique, parce qu'il n'y a pas de volonté de la part du gouvernement d'aboutir.
Peut-être qu'on On a n'a même pas senti qu'il n'y tenté. avait rien à faire de votre côté. Non, mais pas du tout. La dernière fois, la réforme constitutionnelle est passée sous Nicolas Sarkozy avec des voix de gauche parce que le gouvernement a fait des efforts. Ce gouvernement ne fait aucun effort. C'est un langage, un double langage pour tromper ses électeurs d'un côté et surtout ne rien faire de l'autre. Il n'y a eu même pas un courrier. Je veux dire, si vous voulez essayer de convaincre, comme le dit le ministre, vous envoyez au moins un courrier, vous essayez de prendre un contact téléphonique. Il n'y a pas le début d'une approche. Donc ce n'est pas vrai, 32 voix, ça se gagne, et le gouvernement ne veut faire aucun effort pour gagner et convaincre. Disons, présomption d'innocence, n'est-ce pas? Je ne mettrai pas ma main au feu. Peut-être le gouvernement a surtout cherché à convaincre les centristes sur cette question-là. Je n'en sais rien, mais en tout cas, on peut convaincre. Nous, on a fait une pétition et on a convaincu des parlementaires et des intellectuels. On a accueilli aujourd'hui plus de 3000 signatures. Donc, je pense, moi, je suis une femme de négociation, je pense qu'on peut convaincre sur ce projet humaniste. En son temps, en 2005 et ensuite dans les années qui ont suivi, aussi bien M. Sarkozy, M. Besson, Hortefeux, Raffarin et bien d'autres avaient dit qu'ils n'étaient pas contre ce droit de vote des étrangers. Moi, je ne vois pas pourquoi, même s'ils ont changé d'avis, il y a une base, donc on peut encore les convaincre avec des arguments qui tiennent la route. Philippe Dominati, est-ce que c'est parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit forcément s'opposer, être contre toute modification constitutionnelle? Non, pas du tout. Pas du tout, absolument. On peut être pour une modification constitutionnelle. C'est une question de méthode et c'est pour ça que je le dis. Je trouve que la réponse du ministre est assez étonnante puisqu'il cite lui-même des personnalités de l'opposition qui, à un certain moment, ont envisagé, peut-être sous certaines conditions, le fait que ça se produise, mais à aucun moment le gouvernement ne cherche à essayer d'établir un dialogue et en réalité, il cherche un prétexte. Il cherche un prétexte pour botter en touche, et vous avez raison, c'est un enterrement. Alors je ne sais pas s'il est de première ou de deuxième classe, mais c'est un enterrement, ça c'est clair. Mais en tout cas, la droite, les centristes, l'UMP refusent la révision constitutionnelle envisagée par le gouvernement, qui va plus loin que le simple droit de vote des étrangers. Cette réforme constitutionnelle. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, le statut pénal du chef de l'État. C'est dommage. Pourquoi en réalité c'est un effet d'annonce? Pourquoi la refuser? Parce qu'il aurait fallu peut-être essayer d'entamer un débat, essayer sur un certain nombre de sujets de voir s'il y avait des points de convergence. Vous connaissez les propositions, Lionel Jospin. Non mais attendez, je veux dire, moi j'ai participé à plusieurs réformes constitutionnelles. Le gouvernement faisait des efforts. La dernière réforme constitutionnelle, je vous le rappelle, sous Nicolas Sarkozy, est passée à 2 voix, et des voix de l'opposition au président de la République de l'époque, parce qu'il y avait une volonté de convaincre, et sur des sujets d'intérêt national, c'est normal qu'il y ait des passerelles. Là, il n'y a aucune volonté de convaincre de la part du gouvernement. Il y a la volonté d'avoir un prétexte pour abandonner des promesses qu'il ne peut pas tenir. C'est différent. Notamment, ça, je n'en sais rien pour le moment. Nous essayons de convaincre Procès aussi. En mauvaise foi du gouvernement, en tout cas, sur cette question-là. Enfin, écoutez, moi, je n'ai pas d'idée préconçue. Je compte pousser le gouvernement davantage sur cette question et sur d'autres. Et puis, on va voir. On ne peut pas ne pas tenter des solutions. Il y a des possibilités. Je ne crois pas que des gens qui, en 2005, étaient d'accord, aujourd'hui, on ne puisse pas mettre d'accord quelques-uns, au moins pour avoir ces 35 voix qui manquent. Alors, soyons de bonne volonté et essayons de voir ensemble ce qu'on peut faire. Eh bien, on va compter sur vous, Esther Benbassa, pour essayer de motiver, sur moi, madame. Je sais, motiver le gouvernement. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour la fin de ces questions d'actualité au gouvernement cet après-midi au Sénat. Merci à tous de nous avoir suivis en direct du Sénat et très bonne fin de journée à tous sur la chaîne parlementaire.